Bonsoir à tous et à toutes. L'association Culture Égalité a la joie de vous revoir pour cette émission, la première émission de l'année 2016. Nous profitons pour vous faire tous nos vœux. Une année d'une bonne santé, ça c'est l'essentiel, mais aussi une année de militantisme, une année de bonheur, une année d'engagement pour qu'on puisse continuer le combat que nous menons pour une société meilleure, pour une société avec moins d'injustice. Alors là aujourd'hui, nous avons nos copines qui dansent déjà sur le plateau au son de la musique d'Edith Lefel. C'est tellement sympa cette chanson et on a une pensée pour elle aussi, Edith Lefel. Alors aujourd'hui, nous avons comme d'habitude Géraldine de Touré. Moi, je voulais une année chocolat. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de chocolat. Huguette Bellemare. Bonsoir. Rose Bonheur. Bonsoir. Et Sylvie Javaloyès. Alors nous n'oublions pas les autres copines qui ne sont pas là. Il y a Yamina qui n'est pas sur le plateau avec nous, mais qui est celle qui monte l'émission avec Zouk TV, qui fait les montages, les diaporamas, enfin bon, tout ce travail préalable. Et il y a aussi Muriel qui est en France, qui nous regarde certainement. Et puis il y a Carole qui est avec nous, Françoise, enfin toutes celles qui ne sont pas là aujourd'hui, on les salue. Francine. Francine, qui est... Voilà, nous sommes nombreuses, donc on ne pourra pas énumérer tout le monde. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer notre émission avec notre billet d'humeur, Géraldine. Alors, donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, dans cette rubrique, billet d'humeur, nous posons des questions essentielles et nous essayons d'y répondre. Donc, comme nous sommes encore en janvier et que jusqu'au 31, j'ai encore le droit, je me suis dit qu'on allait s'attaquer à quelle résolution prendre pour la nouvelle année. Alors, j'ai été modeste, de toute façon, on ne me laisse pas parler ici, donc je n'en ai que 4. Alors, j'avais prévu évidemment de commencer par un truc vachement militant, intelligent, etc. Parce que je suis quand même à côté de Huguette, il faut être sérieuse. Voilà. Mais non, on n'est pas Huguette qui veut, donc en fait c'est extrêmement trivial, ma première résolution, est j'arrête, je sais qu'il y a des ricanements, parce que, de me percher sur des talons de 10 cm et de faire du 2 mètres à l'heure dans les rues en prenant un air dégagé pour pas qu'on remarque que je suis arrivée ce matin, que je vais garer à Périnon, je vais à Victor Hugo et que là bientôt il va presque être midi, puis il va falloir que je revienne, donc j'ai envie de pleurer. Alors je vous enjoins, mes sœurs, mes camarades, à arrêter d'essayer de ressembler à des héroïnes de films pornographiques et portons enfin des chaussures avec lesquelles nous pouvons marcher. Voilà. Donc 8 cm, ça me paraît le summum. Après, il y en a qui aiment bien 10 cm qui marchent bien, alors Géraldine, bon... Comme dit Sylvie, en cas de tremblement de terre, 10 cm quand il va falloir courir sous les gravats pour aller te planquer, prendre l'escalier... Remarquez, c'est la sélection naturelle, mais enfin bon. Alors, deuxième résolution, je vais exiger le poste de manager qu'on me doit depuis 2 ans, mais qu'on ne me donne pas, parce que je ne l'ai jamais demandé. Et que si on me dit non, eh ben je m'en fous, je vais faire comme tous les hommes qui à Fort-de-France font pipi contre les murs, je vais moi aussi marquer mon territoire et je vais faire pipi tout autour du bureau que je convoite. La troisième résolution, je vais soudainement oublier comment on s'en sert d'une machine à laver le linge et je vais ignorer les mines atterrées de mes enfants, de mon mari, enfin de tous ceux qui habitent la maisonnée et qui me confient leur linge, et je vais, avec le sourire et l'air très gentil, leur tendre le mode d'emploi en leur disant « Vous verrez, c'est magique. » Non, c'est magique, parce que c'est magique. Vous mettez votre linge, vous voyez, dans la petite cuvette, vous choisissez un programme, hop, on appuie, elle est pas belle la vie, c'est pas tout ça, moi je vais aller regarder le journal télévisé. Alors, quatrième résolution, et là je redeviens sérieuse, militante, intelligente, enfin j'essaye, je vais vous souhaiter de devenir féministe, bon pas vous parce que c'est déjà foutu, parce que c'est grâce aux féministes que nous les femmes, nous pouvons voter, c'est vrai, c'est grâce aux féministes que nous pouvons disposer de notre corps, il y a la pilule, l'avortement, etc. C'est grâce aux féministes que nous pouvons ouvrir un compte en banque sans demander l'autorisation de nos maris, et c'est sans doute grâce aux féministes qu'un jour peut-être, à compétences égales, mesdames et messieurs, nos filles auront exactement le même salaire que nos garçons. Je vous remercie. Merci Géraldine. Voilà. Alors nous allons continuer notre émission. Alors nous avons eu à la fin de l'année, en décembre, un triste moment. Nous avons perdu une grande militante du mouvement féministe des femmes martiniquaises, une militante des femmes de la Caraïbe. Nous avons le 22 décembre, s'éteignait Yvette Mauvois, le 22 décembre 2015, qui est Yvette Guiteau Mauvois, qui est morte à 93 ans.
l'association Culture Égalité veut absolument, tient à rendre hommage à cette grande féministe de la Martinique qui a été au début de tous les mouvements féministes qui puissent exister, de lutte de femmes dans ce pays-là. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Huguette, sur Yvette que nous avons connue, et enfin, particulièrement, moi je l'ai connue très bien, et même que, juste un petit épisode, on avait tout volé chez moi, et tous mes bijoux, je ne sais plus rien, et Yvette m'avait offert tout un petit tas que j'ai toujours, des petits bijoux jolis, des petits grès, des petites perles et tout, et je garde un souvenir affectueux d'Yvette avec ce geste, et qui m'avait étonnée, remplie d'émotions aussi quand elle me les avait offerts. Tu peux nous dire un petit peu plus, toi qui l'as connue? Oui, je l'ai connue aussi. Et ce qui me frappait chez elle, c'était sa jeunesse d'esprit et puis aussi son caractère l'opiniâtreté. Elle s'est battue sur tous les fronts et avec une opiniâtreté et une fidélité, une continuité extraordinaire. Alors, elle est née en 1922 à Terre-Saint-Ville, dans un quartier qui a été construit sur les marécages du quartier des Misérables, terme très imagé. Ses parents étaient des petits commerçants, son père quécaillier, sa mère épicière, et elle a un frère qui est bien connu, c'est Walter Guiteau, qui était responsable de la CGT, etc. En 1944, elle a épousé Georges Mauvois, qui était aussi un Saint-Villien et qui était l'ami de ses frères. Alors, sa formation, elle est entrée en 6e au pensionnat colonial des jeunes filles, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et c'était un monde qui méprisait assez les jeunes venant des quartiers populaires. Elle a eu son brevet à 18 ans, en juin 1940. Elle voulait être sage-femme, mais vu les circonstances, etc., à l'époque aussi, elle a été obligée d'aller aider sa mère dans l'épicerie familiale parce que son père ne voyait pas l'intérêt de payer les études à les filles. Et puis aussi, c'était sous Vichy qui renvoyait les femmes à la maison. Et à quel moment Yvette est rentrée dans le mouvement de défense des droits des femmes? Je ne vais pas dire d'abord comment elle est devenue militante tout court. D'abord, elle a reçu l'influence de ses frères, elle le dit elle-même. Et puis aussi, elle a eu aussi l'influence de Césaire. Elle dit elle-même que c'est dans un discours de Césaire, c'est le discours de Césaire qui a déclenché son engagement. C'est le fameux discours de la distribution des prix au pensionnat colonial en 1945. Et Césaire avait dit « Nous avons sur les bras une civilisation à refaire ». C'était bien entendu après l'épisode de Vichy, l'épisode d'Antan-Robet. Et Yvette dit que lorsqu'elle a entendu Césaire prononcer cette phrase, elle a su tout de suite qu'elle voulait faire partie de cette civilisation. Alors, autre influence encore, c'est comme j'ai dit, c'est le temps Robert, il y a la pénurie, il y a la famine, il y a la pénurie jusque vers 1948, même après la guerre, comme nous dit l'historien Gilbert Pagot, dont j'utilise un peu aussi les notes. Et elle dit donc elle-même, la pénurie alimentaire et les divers sévices que nous avions subis durant la Seconde Guerre mondiale m'avaient beaucoup affectée. Comme toujours, ce sont les femmes et les enfants qui en paient les conséquences. On voit un peu sa perspicacité, son analyse féministe de la situation. Et elle dit, même après la guerre, il était courant de voir des enfants qui n'avaient que la peau sur les os. C'est à ce moment qu'elle s'engage à côté des femmes, d'ailleurs. Alors, elle va s'engager d'abord, dès l'âge de 20 ans, elle va s'engager à côté du petit peuple et des femmes du peuple du quartier, quoi, des femmes. Et elle va organiser les gouttes de lait, la fabrication de layettes, des kermesses, des coups de main, etc. À ce moment-là, elle avait déjà rejoint l'Union des femmes de la Martinique. C'est après qu'elle rejoint l'Union des femmes
femmes de la Martinique. Elle rejoint l'Union des femmes de la Martinique peut-être vers... En 1945. 45, après le congrès de la jeunesse. Après le congrès. Alors, c'est-à-dire que l'Union des femmes a été créée en 1944, avec Jeanne mais Léraud. elle est relancée en 1945 et c'est à ce moment-là qu'elle la rejoint. Elle rejoint aussi Jeanne Léraud qui deviendra son amie et ensemble, elles vont créer les premières crèches, les premières consultations de PMI, elles vont agir pour la multiplication des dispensaires, des cantines scolaires. Donc, c'est un féminisme de lutte qui est ancré dans les revendications populaires. Et elle va se heurter, elle va avoir des ennemis, des anticommunistes, les gens le journal La Paix, l'évêché, etc. Oui, surtout qu'elle s'était engagée beaucoup dans les quartiers parce que on préparait les élections municipales. Et avec Jeanne Léraud, Solange Duval et les autres, elles allaient dire aux femmes qu'il fallait pas voter là seulement où l'Église leur disait qu'il fallait voter pour ceux qui défendent les malheureux et donc voter pour les candidats du Parti communiste martiniquais. Et ça a été une bataille et elles se sont heurtées à l'archevêque, au clergé, au journal La Paix et tout le reste. Hein. Mais Yvette... Bon. Ah non, Yvette, c'était une personne d'une grande... des fois, je la vois, je dis quasiment 10 fois rouge, quoi. Elle était vraiment téméraire et c'est vrai qu'elle ne lâchait rien. Oui, et justement... Gilbert Pagot dit qu'elle était anticléricaliste, et même d'un anticléricalisme militant. Et il raconte de ça de façon assez amusante. Il dit que lui-même, il était très étonné qu'elle ait connu cette famille et qu'il s'est aperçu que tout le monde réussissait à l'école. Tout le monde réussissait à l'école sans aller à l'église et sans prier. Sans aller à l'église avant les examens et sans prier avant les devoirs. C'est quand ils sont entrés en 6e que c'est rendu compte de ça. Et à ce moment-là, lui-même est devenu athée. Ça veut dire que dans la période... C'était la norme. C'est-à-dire que les enfants, il fallait que tout le monde aille à la messe, il fallait faire la prière avant les examens. Ah si, ça c'est obligatoire. C'était obligatoire. Et lui, il se rend compte qu'on peut réussir sans tout ça, quoi. Sans tout ça, oui. Yvette a distribué elle-même le journal La Calotte. La Calotte, qui était un journal anticlérical, virulent, et qui ressemble un peu au Canard enchaîné d'aujourd'hui, un peu. Mais... Enfin, ce qui ne voulait pas dire qu'elle était contre les gens qui avaient la foi. Elle leur disait tout simplement qu'il fallait se battre. Que les luttes se mènent là et qu'il fallait... qu'il ne fallait pas croire les gens qui leur disaient que l'intervention divine... L'intervention divine, voilà. Allait les sauver, etc. Mais c'était aussi une militante politique. Oui, c'était aussi une militante politique. Georges a commencé à en parler. Elle était proche du PCM. Et effectivement, Georges a parlé du rôle de l'Union des femmes commençante dans les succès communistes aux élections municipales de mai 1945. Ils ont été élus, on peut le dire, grâce au vote des femmes. Hein, ça, c'est évident. Hein, ça, c'est dans les communes, cet esprit. Ah oui, tout à fait. Mais, toujours aussi, de côté politique, dans le domaine politique, il faut savoir qu'en Martinique, à la fin 1950, la contestation du colonialisme va gagner la Martinique en 1950. Et le gouvernement français va répondre par la répression. Alors, il va répondre, entre autres, de deux manières. D'abord, par l'ordonnance ministérielle du 15 octobre. C'est une ordonnance qui a été prise et qui, pour pouvoir rappeler, entre guillemets, n'importe quel fonctionnaire révoqué et rappeler n'importe quel fonctionnaire en France. D'abord, le rappeler en France, si ceux qui l'expriment, ces idées ne plaisent pas, bien on le rappelle en France. C'est comme ça que Plenel a été rappelé, entre autres. Et s'il refuse cette mutation d'office, il est révoqué. Donc, il va y avoir des tas de fonctionnaires révoqués, rappelés en Martinique, en Guadeloupe, etc. Et en particulier, il va y avoir Walter Guiteau, le frère, et puis Georges Mauvois, le mari de Yvette. Et qui refusent. Ils vont refuser de partir, et donc ils sont révoqués, ils sont mis au chômage. Ils sont mis au chômage. Et là, Yvette va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle va se faire institutrice.
pour pouvoir prendre le relais. Pour ça a été une enseignante d'avant-garde. Hein. Oui. Alors, je vais y revenir, mais la deuxième chose aussi, deuxième aspect de la répression gouvernementale, c'est le procès de l'OJAM, entre 63 et 64. L'OJAM, c'est l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste. Et dans une atmosphère de forte répression, Yvette va s'impliquer avec ses camarades de l'UFM dans des prises de parole, des distributions de tracts, dans des manifestations. Et c'est grâce à elle, c'est elle qui va arriver à renverser l'opinion et à faire que l'opinion devienne en faveur des jeunes. Et si elles vont arracher la libération des 18 prisonniers. Prisonniers, il faut bien savoir, qui avaient été pris en Martinique, qui à 4 heures du matin, sans vêtements, sans rien du tout, avaient été amenés en France, etc. quoi. Donc elle a été d'une grande combativité. Oui, et est-ce qu'elle a été reconnue ? Alors, je vais dire aussi, juste que, comme enseignante, ça a été aussi la perfection. Elle a été une enseignante d'avant-garde dans les méthodes, etc., dans le contenu, etc. Oui, elle a introduit le créole, le tambour, l'histoire. Elle avait une méthode pour apprendre à écrire, à lire très spéciale. Oui, à 18 mois, je crois, un truc comme ça. Oui. Et puis, oui, elle a été reconnue de son vivant, puisque en 2007, la Maison Relais d'accueil des femmes en difficulté, Rosalie Soleil, a reçu son nom et celui de Solange Duval, qui était aussi une de ses amies. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion ? Est-ce que Yvette est un exemple à suivre pour nous ? Cet engagement, cette combativité, cette opiniâtreté, cette fidélité dans ses engagements, oui. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle montrait une jeunesse extraordinaire, puisqu'elle dénonçait le chômage des femmes et des jeunes filles, qui est préjudiciable au développement du pays. Elle rappelait l'affaire Aliker et elle disait qu'elle boycottait le rhum depuis la mort d'Aliker. Elle avait toujours refusé de boire du rhum. Et elle dit aussi, elle a un seul regret, elle dit, parce que j'ai oublié de dire que bien évidemment, elle luttait pour l'émancipation de la Martinique, et son seul regret, c'est « je pensais vivre un jour dans une Martinique indépendante ». Voilà. Voilà, merci beaucoup Yvette. Et pas Yvette, beaucoup Yvette. Je revois Yvette devant moi, c'est vrai. Beaucoup Yvette pour cet hommage. Non, c'est vrai que nous avons été très attristés de cette mort. Mais enfin, elle avait 93 ans, elle a porté sa pierre à l'édifice. Et elle a vécu, elle a bien vécu. Elle faisait de l'aquagym jusqu'au dernier moment. C'est un bel exemple. Voilà, alors donc nous allons continuer notre émission. Nous avons passé une année 2015, nous avons voulu rendre hommage d'abord à Yvette, qui pour nous c'était l'exemple même, et nous avons milité durement pendant toute l'année 2015. Nous avons eu beaucoup d'actions, beaucoup de manifestations, nous avons mobilisé beaucoup de monde, nous avons eu cette émission, donc on vous a préparé un petit bilan pour le bilan de l'année 2015 de l'association Culture Égalité. En ce début 2016, pour notre jeune association féministe Culture Égalité, c'est l'heure du bilan. Nous privilégions 2 axes d'action principaux. Tout d'abord, la prise de conscience par les femmes et les hommes de l'inégalité entre les sexes et des freins au développement des individus et de la société que cela engendre, et la défense des droits humains en général. En 2015, avec peu de moyens, mais forte de l'inlassable mobilisation de nos membres, du soutien de nos amis, de nos partenaires financiers et associatifs, Culture Égalité a organisé des manifestations qui ont rassemblé au total quelques 500 personnes et en ont touché beaucoup plus. Culture Égalité est également fière d'avoir relevé le défi de produire et diffuser 9 numéros de notre émission Fan Mouvezieo sur Zouk TV.
Ainsi, le 4e mercredi de chaque mois, nous avons présenté des rubriques variées en espérant avoir amené les Martiniquais et les Martiniquaises à regarder le monde autrement. Le point d'orgue de notre année audiovisuelle a été la réalisation et la projection du documentaire 1915-2015 Suzanne Roussy-Césaire, une femme sur tous les fronts, suivi de la publication de Suzanne Roussy-Césaire 1915-1966, le numéro 1 de la revue Carbet Femmes, que nous consacrerions à l'histoire trop souvent occultée des femmes de la Martinique. Et puis, nous avons fait entendre notre voix, comme le 8 mars, où nous avons interpellé les journalistes sur la féminisation du discours, en allant accrocher des banderoles à Martinique Première, à ATV, à RCI. Le 8 mars encore, nous avons brandi dans la rue piétonne de Fort-de-France des panneaux montrant les chiffres de l'inégalité pour dénoncer les injustices que subissent les femmes. Nous avons aussi inlassablement distribué des tracts. Ainsi, le 10 décembre, pour la Journée internationale des droits humains, sous une pluie battante, Culture Égalité, avec des associations amies, Cap Caraïbes, Aide, Martinique, ADHM, a interpellé la population à propos des discriminations de plus en plus présentes, sur le thème « Toutes et tous différents, mais égales et égaux en droit ». Tract que nous avons brandi pour la campagne contre la prostitution, ultime violence faite à des femmes qui sont souvent les plus vulnérables et les plus pauvres. Ce fut aussi en 2015 un cycle de conférences, tout public ou réservé aux femmes, nos Carbets. 3 sur l'hypersexualisation, tenues à Fort-de-France puis au campus, 2 sur les droits humains, une avec la féministe Danielle Magloire, une avec 2 conférencières haïtiennes, membres d'organisations internationales de défense des droits humains, sur la tragédie des expulsés de République dominicaine et une sur le racisme. Une enfin sur l'histoire de la prostitution en Martinique, dispensée par une jeune historienne de l'Université de Chicago. Difficile pour nous d'être exhaustive. Il faudrait parler aussi des formations que nous avons dispensées à la demande du rectorat au personnel de l'éducation nationale chargé d'appliquer les directives gouvernementales sur l'égalité filles-garçons. Bref, petite association vieille de seulement 3 ans, sans beaucoup de moyens, nous les militantes de Culture Égalité, nous nous disons fiers de ce bilan et tout à fait prêtes à continuer. Ainsi, nous nous adressons aux institutionnels pour qu'ils nous en donnent les moyens financiers ainsi qu'au public. Et surtout, nous invitons à nous rejoindre et à renforcer nos rangs les femmes désireuses de construire une société porteuse de plus d'égalité et de justice, ainsi que d'épanouissement pour toutes et tous. Voilà un bilan très riche. Je crois qu'on n'a pas à rougir de ce bilan. Nous sommes des militantes engagées. Nous continuons cette lutte nécessaire pour l'émancipation des femmes, l'émancipation des peuples. Alors voilà, maintenant nous allons passer à notre rubrique Droits Femmes. Cette rubrique Droits Femmes qui sera présentée par Sylvie Javaloyès. Alors, le sujet de cette rubrique Droits Femmes, c'est... Alors aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à la COP 21. Puisque comme tout un chacun sait, elle s'est passée entre le 30 novembre et le 15 décembre, je crois. Enfin, je ne me rappelle même plus exactement des dates d'ailleurs, tellement nous étions absentes. La COP 21, c'est quoi exactement? Et la COP 21, en fait, ça fait 20 ans que le monde... Ça veut dire quoi, COP? COP, c'est en anglais, donc je ne vais pas... Tiens, Géraldine, tu vas me le traduire. Conférence
je ne sais plus. Conférences voilà. Ce sont des conférences pour mettre en place des stratégies pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que ça fait 20 ans que ces charmants hommes se réunissent avec des résultats que l'on connaît. Et en fait, le réchauffement climatique, en fait, ça fait 200 ans que l'activité humaine produit beaucoup de CO2. Ça fait 200 ans, du coup, que ça a une influence importante sur le réchauffement climatique, qui est en fait la diffusion, tu me corrigeras Huguette, de CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 empêche, limite, comment j'ai pris des notes, l'évacuation de la chaleur dans l'espace. D'où justement cette expression de réchauffement climatique. Et comme toutes les crises, le réchauffement climatique affecte particulièrement les femmes. Et ce qui était très choquant en fait dans cette conférence, c'est la première photo déjà, c'est que la grosse majorité des représentants étaient des hommes. 7 femmes seulement étaient représentées physiquement dans cette conférence. Et les femmes ont réagi. 7% de femmes. Oui, il y en avait 11 en fait. 11 sur 196 150 chefs d'État. Ça, qui évidemment les a fait réagir partout dans le monde. On va commencer par la France, puisque nous sommes malgré tout dans l'État français, en Martinique. Eh bien, les femmes, par l'intermédiaire de la déléguée aux droits des femmes du Sénat, Chantal Joanneau, que l'on connaît déjà d'ailleurs sur l'hypersexualisation, très intéressante cette femme, elle a édité un texte qui s'appelle « Les femmes s'engagent pour la lutte contre le réchauffement climatique », où elles mettent beaucoup en avant justement l'importance du rôle des femmes sur cette lutte et l'importance de mettre en premier plan de cette lutte les droits humains. Et pourquoi il y a les femmes en plein pot ce dérèglement climatique, le réchauffement de la planète? Est-ce que qui peut nous expliquer pourquoi elles se mobilisent et pourquoi elles payent plein pot? Bon, déjà, comme toute crise, elles payent toujours en premier les pots cassés, puisqu'elles partent avec... elles ne sont pas au même niveau que les hommes. Elles subissent partout dans le monde le patriarcat. Elles n'ont pas les mêmes droits de décision, les mêmes éducations, les mêmes formations. Elles ne sont pas propriétaires. Et bien justement, ça a une importance, c'est que quand le climat se dérègle, elles sont déjà elles-mêmes vulnérables et elles sont les premières victimes en fait, du dérèglement climatique. Par exemple, dans l'agriculture, parce qu'on ne le dit pas assez, que le problème du réchauffement climatique est entre autres un problème de l'agriculture et de toute l'industrie agroalimentaire. C'est elles qui cultivent la terre, en grande majorité dans le monde. Plus de 80% des femmes produisent la production alimentaire de base en fait, dans le monde. Parce que dans les pays du tiers-monde, on fait des pays en voie de développement, disons-nous pudiquement, ce sont elles en fait qui produisent toutes les productions. En Inde comme en Afrique, 2 agriculteurs sur 3 sont des agriculteurs. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi le problème de l'eau. Il y a le problème de l'eau parce que du coup, c'est elles qui cultivent. Mais comme avec le réchauffement climatique, les saisons sont complètement déréglées, donc les moussons, les pluies, les saisons des pluies, les saisons des sécheresses sont complètement déréglées, si bien qu'elles ne peuvent même pas organiser les cultures comme on les connaissait en fait autrefois, puisque si vous respectez les dates, si au mois de mars on devait planter, parce que le temps était clément, tout d'un coup vous allez avoir une tempête, un cyclone, une grosse pluie, et en fait tout va être dévasté. Mais elles ont mis justement en place des stratégies pour économiser l'eau, pour irriguer les terres, pour assécher les terres quand c'est nécessaire, sauf que ce sont dans le monde, et surtout en Inde, en Afrique, disons le continent asiatique et le continent africain, elles ont mis beaucoup de stratégies en place qui permettent de lutter contre ça et de pouvoir produire. Elles ont adapté leur production, elles ont sélectionné aussi les semences, etc. Sauf que comme ce sont des projets locaux, ils ne sont pas du tout pris en compte, valorisés dans les politiques publiques de ces pays en fait, dit au niveau mondial. Parce qu'en fait, la première chose que l'on privilégie, ce sont les grands projets, et comme par hasard, ces grands projets sont toujours initiés par des hommes, et c'est dans la technologie essentiellement, pas forcément dans l'agriculture. Alors que dans ces pays, ce sont les femmes qu'il faut marcher mais c'est elles qui sont responsables de la santé, qui nourrissent la population. Qui sont responsables de la santé de la population en fait.
etc. Voilà. Et donc il y a plusieurs projets. En Inde, il y a une femme qui se bat beaucoup, que toi aussi tu as retrouvé dans tes recherches, Vandana Shiva. C'est une féministe, une écolo-féministe. Une éco-féministe. Elle est ingénieure, chercheuse, enfin c'est une grande scientifique, hein, et elle a beaucoup travaillé sur l'agriculture et entre autres sur les semences, sur l'indépendance agricole, sur la réorganisation familiale de l'agriculture, parce que ça aussi c'est un bon moyen de lutter contre le réchauffement climatique, de faire en sorte que la production de proximité soit consommée par la population de proximité en fait. Alors, je lis dans les documents que tu nous as donnés que le changement climatique est le pire ennemi de la lutte contre la faim, sécheresse, inondation et autres phénomènes climatiques extrêmes ont notamment des effets dévastateurs pour les petits agriculteurs et agricultrices, impactent directement la sécurité alimentaire. Et selon les estimations, 26 millions d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition en 2050 si rien n'est fait pour inverser la tendance. Et on se rend compte que la tendance, les résultats de la COP, on est loin. Voilà, et d'où l'importance de mettre en avant tous ces projets locaux initiés beaucoup par des femmes et de mettre au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique les droits humains, puisque ce réchauffement climatique ne fait qu'accélérer en fait la grande pauvreté et l'écart en fait entre les riches et les pauvres. Si bien que si on ne prend pas en compte ces humains, en fait on va droit dans le mur, puisqu'on va provoquer des choses qui se produisent déjà d'ailleurs, de grandes immigrations, à l'eau, à la sécheresse, voilà, et dans ces migrations, comme dans les migrations résultantes de conflits armés, de guerre, etc., les femmes et les filles sont particulièrement fragiles, puisqu'elles subissent toutes les violences qui existent déjà dans le monde et dont on entend toutes parler, mais en plus il y a la traite qui se rajoute, comme les hommes eux-mêmes sont mâles, ils sont encore plus agressifs, plus violents, que le viol est aussi une arme, même dans les situations de catastrophes naturelles et dans les camps, parce qu'il ne faut pas se leurrer, puisqu'on a bien vu que l'Europe ferme toutes ses frontières, en fait les gens se retrouvent dans des camps, sur des zones frontalières, et complètement fragilisés et complètement démunis en fait, parce que personne ne s'intéresse à ces gens. Donc, on a aussi remarqué qu'elles ont fait, si on veut dire, une COP off, parce qu'elles ont été très actives, elles se sont mobilisées pendant la COP 21, elles ont fait entendre leur voix, puisqu'elles n'étaient pas présentes. Alors ce qu'on peut aussi faire remarquer, c'est que ce réchauffement climatique a des conséquences très graves dans nos pays même. On se rend compte que la mer monte de plus en plus. On s'est rendu compte dans toute la Caraïbe, et même on voit notre plage des Salines, comment elle se dégrade, toutes les plages se dégradent, et dans la Caraïbe où il y a eu un reportage où on voit que d'ici là, il y a des petites îles qui risquent presque de disparaître. Il y en a quelques-unes qui ont déjà été évacuées. Les populations ont été évacuées, et là, bien entendu, ce sont encore les plus pauvres qui paient les pots cassés, et dont parmi les plus pauvres, ce sont les femmes, et qui ont des enfants. Et on sait que ces femmes sont des foyers monoparentaux, elles sont seules à élever les enfants, d'où la nécessité de se mobiliser. Parce que déjà, en fait, elles partent avec des boulets aux pieds, en fait. Voilà. Donc, une catastrophe se rajoutant par-dessus, c'est la fin du monde, en fait. Et en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les premières victimes, en fait, du réchauffement climatique, ce sont aussi les personnes qui ont participé le moins au réchauffement climatique. Parce que ce sont les pays industrialisés qui sont responsables. Et même si les pollutions énormes viennent des pays en voie de développement, comme au Brésil, juste avant la COP 21, quand même, il faut parler de ce barrage qui a cédé parce que les capitalistes ont refusé de remettre à jour toutes les normes de sécurité et d'intervenir pour éviter cette catastrophe. On se rappelle aussi de cette usine de textile qui s'est effondrée sur les femmes au Bangladesh ou en Inde. En fait, même quand ces pollutions viennent géographiquement des pays en voie de développement, elles sont issues des comportements de capitalistes essentiellement issus des pays riches en fait. Et la recherche de profit. Pour la recherche de profit. Et en fait tout l'enjeu est là dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de pouvoir enfin comprendre qu'on ne peut pas continuer à vivre sur notre modèle de surconsommation. Et on a bien vu... Puisqu'on est en train de piller les ressources de la société et de la planète, et que seule une minorité peut piller
Les autres ne peuvent être que des victimes. Et on voit aussi les conséquences de cette hyper-production avec, comme en Martinique, le chlordécone et le reste. Hein. Voilà. Donc c'est toutes ces... Voilà. Alors que par contre, dans la COP21, en revanche, si les femmes n'y étaient pas, malgré toutes les propositions et toutes les stratégies qu'elles peuvent mettre en place localement. En revanche, il y avait Coca-Cola, Total, Apple, voilà, tous les concessionnaires automobiles possibles et imaginables. Et je vais quand même prendre l'exemple de Coca, qui arrive en disant que lui met en place des tas de stratégies pour lutter contre le réchauffement climatique et diminuer la pollution due à la fabrication de ces emballages. Et dans le même temps, ouvre une usine en Inde qui capte tellement l'eau, parce que je ne sais plus, il y a un chiffre, mais je ne me rappelle plus exactement, c'est monstrueux le chiffre, que les gens n'ont même pas de quoi consommer de leur propre eau en fait. Donc d'ailleurs, des mobilisations ont été faites et elle a dû même fermer l'usine. Merci voilà. Sylvie pour ce travail de recherche. Nous allons maintenant passer à notre rubrique, la rubrique internationale que nous appelons Femmes Oliron Latte. Donc c'est Géraldine qui va nous présenter qu'est-ce que font les femmes, où sont les femmes, comment sont-elles traitées dans le monde. Géraldine. Oui. Alors, en ce moment, je sais qu'on parle beaucoup, on n'a pas voulu, on a décidé d'un commun accord de ne pas de s'étendre sur le cas de Jacqueline Sauvage, donc vous avez certainement tous et toutes entendu parler. Nous avons signé la pétition. Voilà, absolument. C'est une femme qui a été condamnée récemment à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari qui la battait, elle et son fils, que le dernier s'est d'ailleurs suicidé, et violait, voilà c'est ça, et violait ses filles depuis des années. Alors, les mouvements féministes mondiaux se sont mobilisés, y compris des élus de droite comme de gauche, pour demander la grâce de Jacqueline Sauvage. Mais il nous paraît donc utile de faire un rappel de la situation mondiale sur le front des violences contre les femmes. Alors, d'abord, il faut savoir que l'ONU qualifie ça de pandémie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie? C'est une épidémie qui est présente sur un large territoire. Une épidémie, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui diminue, c'est quelque chose qui augmente. Parce que, effectivement, comme on le sait, en période de crise, les violences contre les femmes, contre les enfants, de façon générale, contre les plus faibles socialement, augmentent. Donc voilà, les femmes en première ligne, comme d'habitude. Donc, selon l'ONU, une femme sur 3 a déjà été victime de violences conjugales dans le monde. Pardon, excusez-moi, c'est l'OMS qui le dit. Malgré l'attention qu'on donne à ces violences dans le monde, l'OMS considère qu'elles ont atteint maintenant un niveau qui est inacceptable et qu'il faut agir contre elles. Voilà. Alors, là, on va s'attaquer un petit peu à ce qui se passe dans le monde. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc, il y a jusqu'à 70% des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie. Donc, ça veut dire que 7 femmes, on est d'accord, sur 10, sont victimes de violences dans le monde, donc autour de vous. Le viol et la violence conjugale représentent le risque le plus grand pour une femme âgée de 15 à 44 ans. C'est plus important que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme, qui est quand même un fléau mondial, réunis. Alors, la violence est infligée majoritairement par un partenaire intime. Donc une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, conclut que le pourcentage des femmes victimes de violences sexuelles par un partenaire intime était par exemple de 6% au Japon et de 59% en Éthiopie. Nous, la France, on n'est pas très loin des 59% quand même, faut le dire. Alors, plusieurs sondages mondiaux suggèrent que la moitié des femmes victimes d'homicide sont tuées par leur conjoint, effectivement, ou un ex-conjoint, ou compagnon, etc. Alors, pour ce qui est sur le front des violences sexuelles, on est très très gai, ce début d'année, donc on estime que dans le monde entier, une femme sur 5 sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. Et puis, je vais passer rapidement sur les violences sexuelles en cas de conflit, puisque c'est devenu, ça a toujours existé, mais là, ça a pris des proportions, ça a été érigé en système. Et par exemple, je donne le chiffre de République du Congo, il y a près de 1100 viols qui sont signalés chaque mois, avec une moyenne de 36 femmes et filles violées chaque jour. On pense qu'il y a plus de 200 000 femmes qui ont souffert de violences sexuelles dans ce pays depuis le commencement du conflit armé. Alors maintenant, même face au VIH, ça c'est l'autre chiffre, les femmes ne sont pas à l'égal des hommes parce que souvent elles sont incapables de négocier des relations sans risque, d'ailleurs de demander le préservatif, et elles peuvent rarement, dans certains pays c'est difficile, de refuser des rapports sexuels non désirés, et ce fait d'avoir des rapports sexuels non désirés fait des lésions des muqueuses et donc augmente le risque d'avoir d'infection. Exactement. Et alors il faut savoir que les jeunes femmes
Donc plus de la moitié des nouvelles infections de VIH dans le monde se produisent parmi les jeunes, et principalement les jeunes femmes, de 15 à 24 ans. Voilà. Et donc 60% des jeunes séropositifs de 15 à 24 ans sont des femmes. Alors les mutilations génitales, c'est pareil. On estime qu'il y a entre 100 et 140 millions de filles et de femmes qui vivent actuellement et qui ont subi des mutilations génitales en Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient. La traite des personnes, entre 500 000 et 2 millions de personnes font l'objet de traite tous les ans à des fins de prostitution, de travail forcé, d'esclavage, etc. Et les femmes représentent 80% des victimes déclarées, parce qu'après il y en a d'autres. Hein. Alors chaque année, il y a aussi, donc on va se rapprocher de la France, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime. Alors, il s'agit d'une estimation minimale parce qu'en fait, on pense qu'il y a à peine 10% des gens qui viennent déclarer ce cas. Hein, donc, à peine 10%. Donc, vous imaginez. Et alors, il y a en France un viol toutes les 40 minutes. Vous imaginez. Donc, pendant qu'on parle, là, il y en a eu un déjà. Et les Antilles, Guyane, Guadeloupe, Martinique arrivent en tête des départements les plus touchés. Donc, d'ici, on a plus de chances de se faire violer ici, par exemple, qu'à Lyon. C'est un record qu'on n'a pas envie d'avoir, mais bon, quelle chance, oui. Non, je dis que la violence chez nous, parmi les jeunes aussi, est en pleine croissance. Hein. C'est-à-dire que la violence, on commence l'année 2016, enfin les années qui ont précédé, et puis celle-là, on est vraiment dans une situation assez grave. Oui. Et on le rend compte quand les gens viennent nous voir, les mères nous appellent, et quand on rencontre ces jeunes femmes. Et en plus, il y a de moins en moins de plaintes parmi les jeunes parce qu'elles acceptent même cette violence-là. Et donc, d'où l'intérêt de relancer de plus en plus ces campagnes de façon quotidienne contre les violences faites aux femmes et leur montrer être dans la prévention. Être dans la prévention et détecter très très vite l'individu violent et se dire, bon, qu'on ne doit pas tout accepter. Mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler lors de nos émissions. Juste quand même pour dire, parce que je n'ai pas fini, sur la Martinique, il y a une personne sur 5 d'après l'AMVI qui serait victime de viol et d'inceste en Martinique. Et ce sont majoritairement quand même, encore une fois, les femmes. L'association 1000 et une victimes d'inceste. Alors, je voulais quand même, donc ça c'était quand même important de faire un petit rappel au moment où il se passe, que Jacqueline Sauvage est condamnée à 10 ans de prison pour s'être défendue. Je voudrais dire quelque chose à propos de Jacqueline Sauvage. Ça me rappelle un peu, vous vous rappelez certainement, qu'il y a quelques années, il y avait une femme qui avait été condamnée comme ça en Martinique. C'était une femme qui était violée, battue, etc. Et en plus, elle était diminuée mentale. Et les juges ont été d'une sévérité envers elle. Ça veut dire qu'ils ne supportent pas, ces hommes-là ne supportent pas qu'on porte la main sur un homme, même si c'est en cas de légitime défense. C'est-à-dire que c'est vraiment l'oppression masculine qui s'exprime dans toute sa splendeur. Oui, et la complicité, la solidarité, la complicité masculine qui s'exprime là, dans ces cas-là de Jacqueline Sauvage et de cette femme dont je parle. Tout à fait. Mais heureusement qu'il y a aussi un juge qui a mis... Il y a un juge qui a acquitté une femme, vous connaissez, ça a fait l'objet de film d'ailleurs, qui aussi avait tué son mari, en reprochant à la société de n'avoir pas fait son travail. Il nous reste que 5 minutes. Donc c'est quand même important. Il y a ce qu'on appelle, en fait, beaucoup de gens disent que 2016 sera l'année des écoféministes. Alors qu'est-ce que c'est que l'écoféminisme? Très rapidement, c'est le principe de mettre en relation 3 types de domination. Donc une domination sur les femmes, une domination sur la nature et une domination sur le Sud. Et en fait, les femmes se retrouvent au cœur de ces 3 dominations. Donc, je ne vais pas expliquer, elles sont majoritairement, elles constituent les paysans pauvres, les paysannes pauvres. Donc, 2 agriculteurs sur 3 sont des agricultrices en Afrique et en Inde. Et donc, elles subissent de plein de fouet les modifications climatiques et la domination du Sud par le Nord, bien évidemment. Alors, dans cette lutte, il y a 2 grandes figures, il y en a plein, mais il y en a 2 que j'ai dégagées, qui sont la fameuse Vinadana Shiva, l'indienne, qui a obtenu un prix, en fait, et qui a réussi incroyablement à faire condamner Monsanto en 2004 pour le brevetage abusif d'une variété ancienne de blé indien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et elle veut faire monter un tribunal spécifique pour juger Monsanto. Donc il y a plusieurs organisations écolo dans le monde qui vont se réunir à La Haye aux Pays-Bas du 12 au 16 octobre pour juger l'ensemble des crimes humains et écologiques de la multinationale. Autre grande figure, je vais très vite,
c'est Phyllis Omido qui est récipiendaire du prix Goldman Environmental Prize. Voilà, après un combat de 5 ans, pardon. C'est Kenyane, une Kenyane. Voilà, Phyllis Omido a réussi à obtenir la fermeture d'une fonderie qui empoisonnait des centaines d'habitants d'un bidonville dans une petite ville perdue. Et aujourd'hui, donc ça y est, elle a été les autorités kenyanes au début ont ricané, puis on l'a écoutée. C'est pas une femme éduquée, hein, elle n'est pas avocate, elle n'est pas elle a été, on l'appelle d'ailleurs la c'est une femme engagée. Voilà, c'est une femme engagée, elle a obtenu la fermeture de ça et maintenant elle a quitté le bidonville et elle a fondé le Centre de justice, de la gouvernance et de l'action environnementale pour aider les populations à protéger leur environnement. Juste une dernière petite chose. Vous savez que nous sommes engagés contre la lutte contre l'hypersexualisation et qu'il y a un célèbre acteur pornographique, je vais juste citer, qui s'appelle Rocco Siffredi, que tout le monde connaît, qui a eu l'idée de soumettre en ligne une pétition exigeant que l'éducation sexuelle devienne une obligation dans son pays. Et je vais le citer. La pornographie, donc je voudrais lancer cet appel parce que le sexe est une chose magnifique. La pornographie devait être un moyen de se divertir, mais en raison des choix manquants, il est devenu un moyen d'apprentissage, surtout pour les jeunes, écrit-il, alors que c'est pas un féministe, hein, monsieur Siffredi. Avant de continuer, je fais mon travail depuis 30 ans et j'ai acquis assez d'expérience pour vous assurer que ce que je fais en tant qu'acteur pornographique n'est pas une éducation sexuelle. Merci. Voilà. Donc à Culture Égalité, nous avons raison de proposer cette conférence sur l'hypersexualisation. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler si vous voulez qu'on organise, qu'on anime une conférence dans un quartier, dans une commune sur l'hypersexualisation. Nous sommes à votre disposition. Alors, merci beaucoup pour votre écoute, pour être de fidèles spectateurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, à bientôt pour le mois, nous sommes en janvier, au mois de février. Donc, vous allez nous rencontrer encore, nous rejoindre. Dans nos combats militants aussi, nous souhaitons vraiment que les femmes nous rejoignent. Et sur notre page Facebook pour avoir les informations sur notre... La page Facebook, Culture Égalité, c'est ça, Culture Égalité. Voilà. Sur la page Facebook. Merci, à bientôt et merci à Zouk TV de nous permettre de nous donner cet espace de parole. Merci à vous. Merci.